Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin Donat et je suis parisien, je dirais, depuis 2009-2010, quelque chose comme ça. Et je suis entre autres guide conférencier et je suis derrière les balades du Paris Noir, une proposition qui m'est venue en plusieurs étapes, mais en gros qui consiste à raconter l'histoire de Paris à travers la présence noire, à travers des personnalités venues d'Afrique, de la Caraïbe, des États-Unis d'ailleurs, et qui ont changé Paris. Là, on est au Panthéon. Ouais. Quelle est l'histoire de ce quartier avec le Paris Noir ? Y a plein de choses à dire. En fait, ce que j'aime bien raconter, c'est que en fait, parfois quand je parle d'histoire noire dans le 5e et le 6e arrondissement, les gens sont un peu surpris parce que c'est des quartiers très touristiques, très bourgeois, très intello, etc. Mais en fait, parmi les premières personnes qui ont réclamé, qui ont plutôt affirmé une identité noire, il y a des étudiants qui viennent des colonies. Dans les années 20, dans les années 30, peut-être même avant. L'exemple le mieux connu, le plus documenté, c'est la négritude. C'est des étudiants venus de Martinique, de Guyane, du Sénégal, qui se retrouvent dans le quartier latin, dans le 5e, et qui vont créer le mouvement de la négritude. Donc c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a emmené à Paris et comment est-ce que tu t'es retrouvé à étudier l'histoire du Paris Noir ? Comment je me suis... c'est tout un tas de choses. Moi, je suis né, j'ai grandi à Martinique. J'ai fait mes études à Rennes, principalement. Et après, comme tout un tas de gens, après les études, on monte à la capitale, entre guillemets. Et je suis devenu guide touristique un peu par hasard, en 2011. À l'époque, il n'était pas du tout question de Paris Noir pour moi. Je faisais des visites assez classiques, quoi. Mais déjà plutôt dans le quartier, plutôt entre Notre-Dame et le Panthéon. Et l'idée du Paris Noir m'est venue en plusieurs étapes. Comme je disais, il y a eu plusieurs choses. Il y a la panthéonisation d'Aimé Césaire en 2011, quand je suis devenu guide, qui a été un truc que je trouvais assez intéressant parce que il y avait des énormes portraits de Césaire en fait dans le quartier. Donc les gens me demandaient qui était cet homme, etc. Donc ça a été une première étape. Et puis aussi, de façon plus plus profonde, les touristes étrangers, les gens qui viennent à Paris pour la première fois, souvent ils sont surpris de cette présence noire à Paris. Et surtout, moi ça fait déjà 15 ans que je suis dans le domaine, donc il y a 10 ou 15 ans, cette idée d'une France noire, etc. était peut-être moins connue, encore moins visible. Et donc les gens avaient un peu leur image carte postale dans leur tête. Et puis ils arrivent, et puis en fait Paris ressemble pas vraiment à ça. Et comme je suis guide et que je suis noir, parfois les gens me posaient des questions sur pourquoi, comment, d'où. Et au lieu de répondre à cette question hyper complexe et en plus assez politique en 2 minutes, j'ai décidé progressivement de construire des balades qui, je sais pas si elles répondent à la question, mais en tout cas qui mettent cette question au cœur du projet. Et en parlant du projet en étudiant ce Paris Noir, dans le quartier où on se trouve actuellement, est-ce que tu as découvert une anecdote qui était assez frappante et que tu aimerais partager avec nous ? Ouais, il y en a plusieurs. Moi, je sais pas. Par exemple, au jardin du Luxembourg, je parle. Au jardin du Luxembourg, il y a les Sénats. Et je raconte l'histoire de Gaston Monnerville, qui était guyanais, qui était un homme noir, et qui a été président du Sénat pendant plus de 20 ans. Et président du Sénat, c'est pas une mince affaire, c'est un haut personnage de l'État, etc. Et en fait, ce genre de personnalités qui ont occupé des rôles importants, des positions importantes dans les années 50-60, etc., ont été oubliés pour plein de raisons politiques différentes, mais je dirais que c'est aussi notamment parce qu'on ne célèbre pas les accomplissements de ces personnalités-là, parce que c'est pas comme ça qu'on aime raconter l'histoire ici. Et voilà, ça c'est une anecdote intéressante. Après, c'est... comment dire ? Il y a aussi pas mal de choses qui sont liées à des lieux, mais qui sont surtout liées à des personnages que je découvre au fur et à mesure, parce que en fait, ce travail n'est jamais fini, donc voilà. Et qu'est-ce que ça fait de raconter un volet aussi politique et historique de l'histoire de Paris, tout en étant dans un lieu aussi touristique ? Parce que là, on est en plein cœur du Paris un peu entre guillemets d'Émilie in Paris. Ouais, c'est vraiment, on est à deux rues de là où vit Émilie. J'adore comment on en parle comme si c'était de une vraie personne. Il y a des visites qui s'organisent autour de... Il y a des tours organisés autour de Émilie in Paris, tellement le truc
est devenu gros, bah moi j'ai pas spécialement envie de... Ce que je dis parfois, c'est que j'ai pas spécialement envie d'insister sur le côté carte postale. Je trouve que c'est les gens qui le font, ils font ce qu'ils veulent et c'est légitime, etc. Mais j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent. Et donc, ce qui est assez spécial, parce que j'ai plusieurs parcours, mais dans celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement les quartiers les plus visités, les plus connus de Paris, mais que cette histoire-là, l'histoire noire du côté intellectuel, etc., est ignorée, on va dire, par le grand public. Évidemment, il y a des gens qui connaissent, parce qu'il y a des gens qui savent tout, bien sûr, mais le grand public ne visualise pas forcément qu'il y a autant de trucs qui sont passés dans ce périmètre. Et toi, c'est ton quartier préféré de Paris, le Panthéon ou le truc qui te correspond? Préféré, je sais pas si je dirais que c'est mon préféré en disant c'est le meilleur quartier pour vivre, etc. Parce que j'y ai habité il y a un petit moment. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon condensé parce que c'est à la fois, bon, l'architecture est quand même pas dégueulasse. Et puis, il y a une concentration de tel personnage. On m'attend, je sais pas, faut comme tu fais. Ah, c'était vert, pardon. Attends. Et donc je te disais, il y a une telle concentration de personnalités hyper importantes qui ont vécu dans le quartier que pour les guides, c'est aussi un quartier intéressant parce qu'on peut faire plein de guides thématiques. Sur des thématiques différentes justement. Il y a je sais pas, l'histoire des Polonais, des intellectuels polonais dans le quartier. Enfin bref, il y a tout un tas on pourrait décliner ça à l'infini, donc je trouve que ça rend le quartier assez riche, même s'il a un côté, voilà, on l'a dit, très touristique, très bourgeois, très guindé, etc. C'est quand même un truc où quand on aime l'histoire des idées, il y a des noms intéressants qui sont passés par ici. Et toi, quelle est ton histoire avec Paris? Qu'est-ce que Paris a changé en toi comme personne? Paris m'a donné une carrière. J'ai jamais trop su vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et donc quand je suis devenu guide touristique un peu par hasard, j'ai adoré la liberté. Il y a des contraintes évidemment, mais j'ai adoré la liberté que ça donne parce qu'on peut, avec ce que je disais juste avant, avec une ville comme Paris qui a une histoire si dense, on peut raconter en fait ce qui nous intéresse et donc un peu jouer avec ça. Et donc ça m'a donné un terrain de jeu pour geeker, pour creuser, pour rencontrer des gens et donc de ce point de vue-là, je suis assez reconnaissant. Et quel est ton petit plaisir parisien? Est-ce que c'est bon? Plaisir parisien. Comme je suis conférencier, j'ai la carte de guide conférencier. Okay. Et même si honnêtement je fais pas tant de visites que ça en musée et en monument, la plupart des monuments et des musées j'y rentre gratuitement. Et donc c'est assez cool. C'est un truc que j'aime bien. Et puis je dirais que même si je travaille pas 24 heures sur 24, vu que la ville c'est aussi un peu mon terrain de jeu, du coup je peux... mon métier est jamais... mon travail est jamais terminé, quoi. Il y a toujours un nouveau truc. Je suis en train de travailler sur des nouveaux parcours ou comment modifier ou améliorer tel ou tel parcours. Donc je dirais que c'est ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une ville justement aussi dense et incroyable que Paris comme terrain de jeu? C'est un peu ton bureau, Paris. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est un gros avantage. Après, parfois... Il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que ça fait 15 ans que je fais Paris, noir, Paris, noir. Donc parfois, moi-même, j'atteins une certaine limite. Mais par exemple, en dehors de la canicule, printemps-été, c'est quand même un moment sympa pour être à Paris. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, ça va pas. Et donc là, on entre dans le jardin du Luxembourg. Exactement. Et est-ce qu'il y a des endroits qui coïncident avec l'histoire du Paris noir ou... Juste devant là. Alors, on va partir à gauche. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a un truc intéressant qui est là depuis plus de 10 ans. C'est un mémorial dédié à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et ce que je rappelle aux gens, c'est que le jardin du Luxembourg, c'est un des endroits les plus visités à Paris. Et à chaque fois, je demande aux gens, parce que je fais aussi des visites pour les Parisiens, pour les Français,
Vous êtes déjà venu au jardin? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà vu le mémorial? Non, jamais. Je te confirme, non, jamais, voilà. je l'ai jamais vu. Il est juste là, il s'appelle Le Cri, l'écrit. C'est l'œuvre d'un artiste contemporain qui s'appelle Fabrice Hibert et ça vient commémorer l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et c'est intéressant parce que on est cette année aux 25 ans de la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et donc c'est très lié à ça, c'est lié au 10 mai 2001, le vote de la loi et donc comment le Sénat et ensuite l'Assemblée ont voté cette loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et quelques années plus tard on va ériger ce mémorial et tous les ans la cérémonie du 10 mai, donc de la commémoration, se fait ici. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi le jardin du Luxembourg? Parce que le jardin, c'est la propriété du Sénat, qu'on voit derrière, et que c'est le Sénat qui organise la cérémonie, donc le 10 mai, il privatise le jardin. D'accord. J'espère qu'ils t'inviteront à la prochaine cérémonie. Je suis invité, mais je viens pas. J'y suis déjà allé plusieurs fois, mais c'est un peu toujours la même chose, donc bon, voilà, c'est... voir des personnalités politiques françaises s'auto-congratuler qu'on l'a fait une fois, ça me va. Et donc il y a un message derrière qui est lié par leur lutte et leur profond désir de dignité et de liberté. Les esclaves des colonies françaises ont contribué à l'universalité des droits humains et à l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité qui fonde notre République, la France le rend ici au large. Donc là, est-ce que tu peux nous décrire l'œuvre? Ouais, donc ce que je disais, c'est que c'est ça le mémorial, donc c'est 3 chaînons. Il y a là, la face qu'on voit juste en face de nous, elle est noire. De l'autre côté, c'est multicolore, c'est blanc, rouge et vert. Oui. Et en fait, il y a un chaînon du dessus, le chaînon du dessus plutôt, pardon, il est cassé, donc ça renvoie à l'idée de briser les chaînes, d'émancipation, etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est un peu l'évolution, ou plutôt, comment la question de l'esclavage, de son abolition, apparaît progressivement dans l'espace public à Paris. Donc des gens qui travaillent sur ce sujet-là depuis bien plus longtemps que moi disent que ça a été un combat en fait de faire rentrer cette question dans l'espace public, un peu avec l'idée que de toute façon les plantations n'étaient pas à Paris, donc c'est pas ici qu'il faut en parler, ou alors si on en parle, c'est pour rappeler à tout le monde, au monde entier, que c'est la République qui abolit l'esclavage et que c'est super, etc. Et donc là, il y a des... Je pense qu'on peut dire des avancées sur ce sujet-là. Il y a notamment prévu pour 2027 un jardin, au jardin du Trocadéro, un immense mémorial. Alors, c'est pas un mémorial dédié à l'abolition, mais aux victimes de l'esclavage. C'est pas tout à fait la même chose. C'est notre date, c'est d'autres institutions, etc. Et qui va être une sorte d'espace de mémoire, de pédagogie, etc. Et qui donc, voilà, va ouvrir en 2027 et qui sera apparemment assez massif. Il y aura le nom de tous les affranchis, toutes les personnes libérées en 1848. D'accord. Et est-ce que, justement, pour revenir à ce débat qui dit que, en tout cas, l'esclavage n'était pas à Paris, c'était dans les plantations. Ouais. C'est vrai que tout ce qui était exposition universelle, qui avait quand même contribué à l'image d'un zoo humain, était quand même fait à Paris, et notamment au jardin du Trocadéro. Donc c'est aussi un héritage qui a beaucoup marqué les Parisiens de l'époque. Quand on lit Proust, on voit des descriptions assez racistes de lui qui voit des personnes racisées pour la première fois. Alors moi, je suis en train de travailler sur un nouveau parcours qui n'est pas lié à l'exposition universelle, mais à l'exposition coloniale. Oui. Même si les deux sont liés, c'est-à-dire que tout ce que je comprends, les expositions universelles arrivent d'abord. Et dans les expositions universelles au 19e siècle, il y a des sections coloniales, souvent avec des zoos humains ou des choses assez proches. Et ça va avoir un tel succès qu'après on va faire des expos coloniales. Et donc moi, je suis en train de travailler autour d'un parcours, sur un parcours autour du palais de la Porte de Ré, qui a été construit pour l'expo coloniale de 1931, qui à l'époque était le musée des colonies. Et effectivement, ça a beaucoup marqué les esprits. C'était aussi une façon pour la France de justifier sa mission civilisatrice, de se mettre en scène, de mettre en avant aussi les ressources économiques
de l'Empire, quoi, de l'océan Pacifique à l'Afrique, etc. Donc oui, ce truc s'inscrit à Paris. Paris, c'est la capitale de l'Empire colonial, donc on ne peut pas complètement se cacher en disant voilà, ça s'est passé en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas, c'est très loin, c'était il y a très longtemps. C'est pas aussi simple que ça, je pense. Oui. Et pour revenir à Paris, toi et à toi, ouais. À partir de quel moment est-ce que toi, tu as compris que tu commençais à devenir parisien? Est-ce que tu commençais à râler un peu plus, par exemple? Je sais pas si c'est parce que je râlais un peu plus, mais je sais que j'ai vécu à Rennes, ensuite à Paris, et un jour j'ai un ami qui faisait mes études à Rennes, qui m'a invité chez lui dans un petit bled à côté de Strasbourg. Ouais. Moi je vivais déjà à Paris depuis ce moment-là, et il me présente ses amis qui viennent donc du petit bled à côté de Strasbourg, et il y en a un qui me dit « Oui, vous les Parisiens ». Et ça faisait peut-être 1 an ou 2, pas plus que ça, que j'habitais à Paris. Et je pense que c'est la première fois qu'on m'a dit « Oui, vous les Parisiens ». Et c'est pas un compliment. C'est, voilà, entre Français, dire « Ah, les Parisiens », c'est rarement... pour dire « Ah, les Parisiens, qu'est-ce que vous êtes sympa et intéressant ». C'est rarement ça. Bon, après, j'en prends acte. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit non plus. Donc, oui. Voilà. Mais après, il y a des Parisiens sympas. C'est juste que je pense... Il paraît, ouais. Il paraît. Moi, je rencontre plein de Parisiens sympas. Et même pas pour le podcast dans la vraie vie. Mais j'arrive pas à mettre la main sur ce qui fait que les Parisiens soient aussi aigris, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Ça, c'est l'instant philosophique. Moi, je pense que c'est parce que c'est une ville difficile, en fait. C'est une ville géniale, magnifique. Tout le monde vient à Paris, tous les touristes, etc. C'est une des villes les plus visitées au monde. Mais la vie à Paris est assez dure. Lorsqu'on arrive à Paris, les transports en commun c'est dur, la vie est chère, il y a une densité de population, il y a trop de monde tout le temps partout, il y a énormément de gens qui viennent juste pour utiliser les infrastructures, l'aéroport, les gares, les trucs et tout. Donc je pense qu'il faut prendre le rythme, et donc les gens qui sont pas parisiens et qui viennent passer quelques jours à Paris, je sais pas, on prend l'avion, on arrive à Roissy, on prend le RER pour aller à Gare du Nord, on a déjà une expérience un peu... voilà, donc il y a ça, je pense, qui peut-être explique des trucs. Dans les 2 cas de figure que tu viens de décrire, tu as déjà croisé 500 000 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu fais un burn-out de personnes. Ouais. Et, moi, je me souviens quand j'étais très jeune et que je venais à Paris, je crois que dans le métro, les gens marchaient tellement vite. Je disais, mais il y a eu un attentat, il y a un truc, ça a une impression de gens qui marchent très vite et il faut surtout pas s'arrêter, pas se mettre du mauvais côté. Et en fait, après, lorsqu'on est soi-même habitué, parce qu'on vit à Paris et qu'on est pressé, parce qu'il faut aller bosser, etc., le touriste qui se perd, voilà. Ouais. Je me souviens d'une scène, un truc assez marrant, une expérience typiquement parisienne, être dans le RER, genre RERB aux Halles, et il y a des touristes qui rentrent, mais ils savent pas trop, et donc il y a une femme qui rentre dans le train, et il y a son compagnon qui reste sur le quai, les portes se ferment et démarrent. Et donc la dame qui était italienne crie « conducteur » en italien, comme si elle allait pouvoir l'arrêter. Personne ne répond, personne ne la calcule. Et là, elle s'approche, elle se lève et elle s'approche du truc, vous savez, arrêt d'urgence là. Oui. Elle veut tirer le truc pour que ça arrête, et tout le monde, tous les Parisiens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions, crient « non !» Et donc elle a pas osé, elle allait s'asseoir, elle a pesté comme ça, elle descend de la rue d'après. Mais voilà, il y a un peu ce truc de non, mais on est pressé, la vie est dure, c'est long, voilà. Mais tu sais, moi j'avais lu un truc très drôle à l'époque où Twitter était drôle, qui disait en fait que c'était pendant un épisode de Canicule, je pense que c'était en 2022, et qu'il y avait une personne qui avait fait un malaise dans le métro et que collectivement, tous les Parisiens l'avaient juste un peu sorti du métro pour pas qu'il y ait un arrêt d'urgence. Mais alors là, on arrive sur des tentes assez orientales. Qu'est-ce qui se passe par ici? Je sais pas ce qu'il y a. En fait, c'est pas ça que je voulais te montrer. Je pense qu'il y a une petite foire. Voilà, il y a marqué. Ouais, c'est un truc de nougat marocain là. Je pense que c'est une. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ici qu'on va croiser Émilie Paris, qui vit au nougat marocain. Quoique. Mais je pense qu'il y avait une stat qui disait qu'au bout de 5 saisons, il y avait 2 personnes racisées qui étaient à Paris dans la série.
Ouais, bien sûr. Et elle a jamais traîné dans des arrondissements. Elle a jamais croisé d'arabe à Paris. Non. Bon. Ça, c'est bizarre. Et aussi, elle a jamais traîné à République, par exemple. Oui, voilà. Mais c'est un Paris sans rap, sans. Enfin, les gens écoutent de l'accordéon, chantent du handicap dans les rues. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Alors, C'est un peu plus loin. et les gens mettent des bérets. Des bérets. Ouais, non, bien sûr. Après, la série joue beaucoup là-dessus et est un peu consciente de ce truc de fantasme. Et en fait, voilà, moi, ça me dérange pas plus que ça que ce truc existe. Je trouve juste que c'est assez loin de la réalité, que ça crée des attentes intenables quoi, pour les gens qui viennent. Bah oui, ensuite, tu te retrouves dans le métro et... Oups, on va essayer de se faufiler. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Il y a une statue, un buste, qui est pas sur le parcours de ma visite. Mais c'est lui dont je te parlais, Gaston Monnerville. D'accord. Et donc qui a été président du Sénat de la fin des années 40 à la fin des années 60. Okay. Et qui a une vie assez extraordinaire, qui a été résistant, qui a été après au Conseil constitutionnel en fin de carrière. Et voilà, quoi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de statues de personnes noires à Paris. Et donc il y a celle-ci, qui n'est pas toujours très visible, voilà, qui se trouve à l'arrière du jardin du Luxembourg. Et Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de plaque pour dire qui il est. ouais, c'est vrai. Il y a une plaque avenue Raymond Poincaré, là où il a vécu. On raconte un peu plus. Et puis derrière, il y a un truc qui est écrit à cause De la tente. la tente, là, à cause du stand. On peut pas... Alors, je vais essayer de me faufiler et de lire. Tous les mouvements de liberté et de démocratie à travers les temps et les pays revêtent la même forme, l'instauration et le respect de la loi. Le fils d'outre-mer que je suis doit tout à la République. C'est elle qui, dans ma Guyane natale, est venue m'apporter la dignité, la culture. C'est celle qui m'a tout appris et qui a fait de moi ce que je suis. Ouais. Donc, personnage hyper intéressant, mais aussi dans notre temps. Hein, c'est vraiment la génération de personnes de l'outre-mer qui n'oublient jamais de remercier la France, la République, la culture française, etc. Et donc justement, c'est assez intéressant que ce type qui a été exemplaire et qui n'oublie jamais de remercier la France soit un petit peu oublié. Même, je mets à la place presque du pouvoir politique français. Bon ben là, vous avez un exemple, pourquoi vous en parlez pas plus voilà. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a été président du Sénat, du coup, fin des années 40, début des années 50, je me dis. Puis le moment où il y avait les débuts des mouvements de décolonisation aussi. Ça, c'est assez intéressant. Oui, mais lui, c'est pas trop. Son combat, c'est pas la décolonisation, c'est la départementalisation. C'est les vieilles colonies Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion qui deviennent des départements français. Donc c'est encore un autre mouvement. Là, c'est intéressant aussi. Pareil, c'est des choses dont je parle, mais j'y passe pas spécialement pendant la balade. Ça a été les locaux de l'ENA, mais avant d'être les locaux de l'ENA, on est avenue de l'Observatoire. C'était l'école coloniale, l'école d'administration coloniale, qui a formé les grands administrateurs coloniaux pour administrer le vaste empire colonial français, etc. Donc voilà, on reste ici entre colonisation, éducation, etc. Je trouve ça Alors, on a commencé la visite au Panthéon et l'année dernière, on a vécu un moment assez incroyable dans l'histoire de ce Paris noir. C'était la panthéonisation de Joséphine Baker. Ouais, mais ça, c'est depuis longtemps, c'est en 2021. Quoi ? C'est en novembre 2021. Alors, je pense que j'ai perdu toute notion du temps avec le confinement, mais c'était pas... Non, l'année dernière, c'était Robert Badinter. Badinter. Là, on vient d'avoir Marc Bloch. Ouais, c'était la semaine dernière. Avant Badinter, il y a eu Missak Manouchian. Oui. Et voilà. Joséphine Baker, c'était en 2021. Je mets ma main au feu, c'était en novembre 2021. Ouais. Ah oui, incroyable. Je suis vraiment à côté de la plaque. Et du coup, comment est-ce que ce personnage s'inscrit dans ta visite ? Ou est-ce qu'elle essaie vraiment pas du tout de ce côté-là de Paris ? Oui, j'en parle, mais pas du tout de ce côté-là de Paris. Alors, bien sûr, elle est au Panthéon, et donc j'ai une visite au Panthéon. Donc, quand les gens me posent des questions sur Joséphine Baker, c'est légitime et je réponds aux questions. Mais c'est un personnage dont je parle sur ma visite rive droite, qui commence à Moulin Rouge. Le Moulin Rouge à Château-Rouge. Et la première partie de cette balade Moulin Rouge-Château-Rouge, c'est l'arrivée des Afro-Américains dans les années 20, avec le jazz, etc. Et donc, on commence par Joséphine Baker. Il y a une plaque dédiée à Joséphine Baker près du Moulin Rouge. Et en fait, c'est un personnage hyper intéressant parce que
C'est une femme noire, donc ça raconte tout un tas de choses, d'intersectionnalité, d'oppression, de tout ça. Et en même temps, elle raconte aussi la place des Noirs américains en France. Ouais. Où en fait, il y a eu des critiques à l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, et les critiques, c'est plutôt des Noirs de France qui disent bah oui, c'est intéressant que la première femme noire qui entre au Panthéon, elle est pas née à Dakar ou je sais pas à Fort-de-France, elle est née à Saint-Louis dans le Missouri. Et donc c'est la place très très spéciale des Afro-Américains, en gros de Miles Davis à Joséphine Baker, etc. Des personnalités qui sont super valorisées en France et qui parfois aussi servent à dire voilà, c'était la ségrégation aux États-Unis, ces personnes-là ont été bienvenues en France. Ça veut bien dire que nous, on est au-dessus de tout ça, on peut pas être raciste, on est universaliste, etc. Et en fait, le moment où Joséphine Baker devient une star et qu'elle est plutôt bien accueillie à Paris, même si il y a quand même des trucs à dire sur fétichisation, sexualisation, etc. Le moment où elle vient à Paris, c'est l'apogée du colonialisme français. Donc on ne peut pas utiliser quelques personnalités comme ça, aussi intéressantes et fantastiques qu'elles puissent être. Et en même temps oublier que à la même époque, la France était en train de coloniser les tiers de l'Afrique. Donc c'est un peu... voilà, il faut garder je pense des proportions raisonnables. Et en parlant du Panthéon, Ouais. Toi, si tu pouvais rajouter une personne au Panthéon demain, qui ce serait? C'est marrant parce que parfois je fais des visites avec des lycéens d'Île-de-France, plutôt du 93, et je leur dis, je leur pose cette question, je leur dis dans 2 heures, lorsqu'on termine, vous me donnerez des noms. Et donc c'est des Aya Nakamura, des Kylian Mbappé, des trucs comme ça. Et mais donc, ils sont encore en vie, on voudrait. oui, mais je leur dis des gens des gens qui rentreront dans 50 ou 100 ans, pas forcément des gens qui sont déjà morts. Je sais pas trop. Alors, il y a une contradiction par rapport à ce que je dis, parce que je viens de te dire, ouais, Joséphine Baker au Panthéon, c'est la place des Afro-Américains et ça. Mais par exemple, quelqu'un comme James Baldwin, qui a vécu en France, qui est mort en France, il est enterré aux États-Unis, mais il n'y a pas besoin de bouger sa dépouille pour le ramener à Paris. Je trouve que ce sera assez intéressant. Mais ensuite, en autre personnalité, Gaston Monnerville. On vient de voir la citation où il dit merci la France, c'est super, etc. Je pense que ce sera assez. Je pense que lui il serait content. Je pense que lui il serait content. Il a fait des panthéonisations. Il a fait la panthéonisation de Félix Éboué, qui était le premier homme noir, grand résistant guyanais à entrer au Panthéon. Je pense que Monnerville, ce serait assez intéressant de le faire entrer au Panthéon. Je réfléchis encore. Là, je viens d'aller au Panthéon. Là, j'ai vu la petite expo qu'il y a sur Marc Bloch, donc l'historien qui vient, historien résistant, antifasciste, juif, tué par la Gestapo, etc. Qui vient d'entrer au Panthéon, c'est une super recrue pour le Panthéon, donc très très cool. Après, qui d'autre? Je sais pas trop. Mais ça manque cruellement de femmes aussi. Ouais. On parle beaucoup de Colette Nardal, qui pourrait peut-être un jour entrer au Panthéon. Donc c'était une intellectuelle martiniquaise, femme noire, qui aurait inspiré le mouvement de la négritude et qui a longtemps été oubliée, qui revient un peu sur le devant de la scène ces 5-10 dernières années. Donc pourquoi pas Colette Nardal aussi, ça pourrait être intéressant. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était justement dans un article qui parlait de son salon. Alors, elle habitait dans le 9-2 du côté de Boulogne. Ouais, à Clamart. Et donc, elle tenait un salon justement pour toutes ces figures de la négritude que nous, on connaît aujourd'hui et qui est une sorte de repère pour eux. Et alors donc, entre Aya Nakamura et Kylian Mbappé, qui va finir au Panthéon? Kevin. C'est une bonne question. Hein. Tu dois en choisir un. Les deux sont à peu près de la même génération. Non, je pense que ce sera Aya Nakamura. D'abord, même si... Après, pourquoi c'est l'une ou l'autre? Ça peut être les deux. Non, plus sérieusement, je sais pas trop. Je pense que le premier footballeur, ce sera Zidane. Oui. Donc il y aura déjà un footballeur avant, donc ce sera probablement Aya Nakamura. Je mets un billet pour 2100, un truc comme ça. Déjà, il n'y a pas trop de sportifs au Panthéon. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc c'est pour ça que je dis, à mon avis, le premier, ce sera Zidane. Allez, go Zidane. Ouais.
Et du coup, le premier nord-africain aussi, s'il n'y en a pas avant lui. Il n'y a pas d'arabe. Non, non, pas du tout. Ouais. Ça, c'est le Paris d'Émilie Paris, ça. C'est elle qui choisit les panthéonisations, je pense. À un moment, on parlait de Gisèle Halimi, Oui. qui est tunisienne et française. Et en fait, ça reste un personnage assez controversé, donc non. Pas Pourquoi Gisèle est-ce que c'est un personnage controversé avec son parcours d'avocate? Ouais. Ok. Droit à l'avortement et défense des militants indépendantistes algériens. Ouais. Encore dans la France des années 2020, ça reste très compliqué de la panthéoniser parce qu'à chaque fois qu'on panthéonise quelqu'un, ça ouvre une conversation sur son œuvre. C'est pas juste, et vraiment tout. Donc par exemple, à Marc Bloch la semaine dernière, la famille de Marc Bloch disait mais il est hors de question que l'extrême droite soit la bienvenue à la cérémonie. Quand Missak Manouchian entre au Panthéon, il y a toute une discussion sur le rôle des immigrés pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs sacrifices, etc. Alors que... C'est qui la dame? Mary Stuart. Ah, c'est Marie Stuart? Ouais. Et alors qu'on était, je crois que c'était en 2024, on était en pleine flambée xénophobe de énième loi anti-immigrés en France. Donc mettre quelqu'un au Panthéon quand même, ça comment dire, ça... C'est pas non plus un truc que tout le monde suit, mais ça donne une sorte d'agenda quand même où on est obligé, le président, le gouvernement, les grands médias honorent la lutte de quelqu'un. Donc emmener Gisèle Halimi au Panthéon, ça veut dire vraiment parler de toute son œuvre d'avocat. Ouais, surtout en fait que la panthéonisation de Missak Manouchian, c'était une date très symbolique, c'était le jour où il y avait la fiche rouge qui marquait la condamnation à mort et qui reprenait vraiment tous les éléments pour dire voici vos résistants, c'est des étrangers, c'est des juifs. Et en fait, comme c'était vraiment une rhétorique de l'extrême droite, c'est vrai que... Et en plus de ça, il y avait le vote d'une loi. Je sais plus le nom de cette loi, mais c'est un énième truc xénophobe anti-immigré. C'était la loi Darmanin. Oui, voilà. C'était une loi qui avait été déclarée par le RN comme une victoire symbolique. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens, c'était exactement ça. Ouais. Donc, un peu la dissonance. Super, bravo, merci les immigrés pour la résistance au nazisme et puis en même temps rentrer chez vous. Exactement. Non. Pas maintenant, plus tard. Ouais. Mais j'avais une dernière question autour du Panthéon. Ouais. Si je pouvais aller en balade ou en dîner avec une personne qui est actuellement au Panthéon, qui ce serait? Qui est-ce que tu emmènerais en date? Alors, probablement pas en date, mais quelqu'un avec qui j'aimerais bien discuter. Waouh! J'ai une réponse polémique. Ok. Je pense que ce serait Victor Schellcher. Parce que, en fait, Schellcher, c'est le grand abolitionniste du 19e siècle. Mm-hmm. Et en fait, aux Antilles, en particulier en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, il y a pendant très longtemps une sorte de culte voué à Victor Schellcher, le Schellcherisme, où, par exemple, en Guadeloupe, le jour de la Saint-Victoire est un jour férié. En Martinique, tout s'appelle Schellcher, etc. Et ces dernières années, lorsqu'il y a eu des mouvements de gens qui ont contesté les statuts, on a des statuts de Schellcher qui ont été déboulonnés, notamment parce que de jeunes Martiniquais disent qu'ils en ont marre du schellcherisme et de cette espèce de truc de sauveur blanc qui nous a donné la liberté dans sa bonté, etc. Et que ça a tendance aussi à vraiment atténuer la lutte acharnée des personnes concernées pour leur libération. J'aimerais bien justement avoir un dîner avec Schellcher et en discuter avec lui de comment il se voit dans ce truc de l'abolition de l'esclavage. Je pense que ce serait assez intéressant si je pouvais. Et alors, oui. Une dernière question avant qu'on se quitte. Alors d'habitude j'essaie toujours d'inclure un petit élément de paysage. La dernière fois on discutait avec Stéphane, il y avait tous les petits souvenirs parisiens, mais là on est juste devant les magnifiques jardins de Luxembourg. Ouais. Et sur cet endroit où toi tu as fait tellement de visites sur les pas d'hommes et de femmes venus des colonies, venus des dom-toms, qu'est-ce que tu aimerais leur dire avec ton regard d'aujourd'hui, 100 ans plus tard, toi qui fais des visites pour les honorer? Je sais que la question est très dense. Tu as le droit de réfléchir pendant 30 minutes. On va mettre un peu de silence dans le podcast. Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Ouais.
Ben, 100 ans plus tard. Plus de 100 ans plus tard pour certains. qui a eu des victoires et des défaites, c'est un peu normal, mais que en tout cas, qu'en 2026, il y a de plus en plus de gens, en particulier de jeunes en France, originaires de l'ancien empire colonial français, qui ont envie de connaître leur travail, et que si on a pu avoir l'impression qu'on les a effacés, oubliés, etc., leurs efforts, leurs combats, leurs travaux reviennent. Même si je pense qu'ils ne sont pas non plus tous d'accord entre eux, ils n'ont pas tous combattu pour la même chose. J'essaie aussi de rappeler que moi je fais l'histoire du Paris noir, mais que tous les noirs du monde ne sont pas copains les uns avec les autres, et ne sont pas d'accord et ne voient pas les choses de la même façon. Il y a Éric Zemmour qui vient de s'évanouir quand tu as dit ça. Ouais, c'est Comment ça, ouais. tous les noirs ne se connaissent Mais pas si, entre eux? Mais si, je les ai vus dans le RER. Ils viennent tous de la même tribu. Et non, plus sérieusement, mais que même si il y a toutes ces différences, tous ces désaccords, etc., on sait qu'on est, je pense, le fruit de leur combat, de leur lutte, de leurs efforts, de leurs sacrifices, etc. Et qu'on veut continuer à porter ces héritages, quoi, dans toute leur complexité, tout ça.